Bien, dernier exposé par Catherine Usan de la Pitié-Salpêtrière sur la chirurgie ambulatoire en cancérologie gynécologique, mythe ou réalité. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, donc je suis très honorée de vous parler aujourd'hui de chirurgie ambulatoire. Donc je vais pouvoir faire le lien avec ce qui vient d'être présenté avant, parce qu'on a eu le plaisir il y a 3 semaines de réaliser la première hystérectomie avec ganglion sentinelle par voie robot assistée en ambulatoire, donc c'est possible. On a commencé à le faire et je vais vous montrer qu'on va essayer de continuer à le faire pour modifier, je pense, en profondeur la prise en charge de ces patientes. Donc pour qu'on s'entende, là encore, en termes de définition, la chirurgie ambulatoire, c'est une chirurgie qui est programmée dans un bloc opératoire. On va voir que de plus en plus, ce bloc opératoire, idéalement, devrait être dédié sous anesthésie générale ou loco-régionale, avec une sortie dans les 12 heures. Donc je ne vais pas revenir sur les différences qu'on peut avoir dans la littérature entre ce qu'on peut faire nous ici en France et ce qui est décrit ailleurs. Ailleurs, on appelle ça du SDD, du Same Day Discharge, qui signifie que la patiente va rester moins de 24 heures. Donc du coup, beaucoup de chirurgiens français disaient que ce n'était pas réalisable en France. Nous, notre objectif, c'est moins de 12 heures et c'est possible. Il y a maintenant un certain nombre de publications où des hystérectomies restent moins de 6 heures dans les services. Et le but, et c'est la dernière ligne, c'est sans risque majoré. Parce que, évidemment, l'objectif, c'est de faire aussi bien, voire de faire mieux, comme je vais essayer de vous le démontrer. Pourquoi faire mieux? Parce que du coup, vous allez vous imposer des circuits dédiés, des circuits courts. Donc, vous allez vous imposer une information, une qualité d'information, puisque vous devez tout prévoir à l'avance. Une patiente qui revient aux urgences 5 heures après sa sortie d'ambulatoire, c'est un échec. Alors que si elle était dans les lits, elle a juste appelé l'infirmière, l'interne, etc. Donc, tout se voit. Donc, vous devez être extrêmement rigoureux. Donc, vous devez standardiser vos prises en charge. Et on sait que souvent, la standardisation amène à une hausse de la qualité. Donc, vous devez à la fois avoir, bien sûr, un chirurgien, je parle à l'Académie de chirurgie, mais c'est surtout une équipe, un lieu, une organisation spécifique. Et donc, je vais vous montrer que l'ambulatoire, c'est pas juste un changement de technique, c'est un changement de mentalité, à commencer par la mentalité des chirurgiens. Donc, le patient doit être acteur au centre de sa prise en charge. Donc, vous voyez que tout doit être organisé autour de lui. On lui explique avant, on lui explique à sa famille, parce que je vais vous montrer que l'ambulatoire, ça ne se limite pas à que des patientes jeunes en pleine forme, mais qu'il va falloir le faire à un maximum de patientes. Donc, parfois parler à sa famille, son entourage, parler bien sûr à son médecin traitant, à son gynécologue, avant l'intervention, pouvoir leur expliquer ce qui va être fait et organiser ce qui va se passer dans les heures qui suivent l'intervention et rappeler la patiente le lendemain pour vérifier que tout va bien et prévoir un circuit en cas de problème. Qui elle doit contacter, parce que ça ne doit pas être les urgences, comment les choses vont s'organiser, ça ne doit pas être non plus le médecin traitant ou le gynécologue qui se retrouve avec une surcharge de travail. Donc les étapes clés, c'est l'éligibilité du patient, ou plus exactement définir quels sont les critères de non-éligibilité, puisque de plus en plus de patientes vont accéder à ce type de technique. L'organisation de la prise en charge, les actions, on va définir les actions qu'il faut mener la veille, le jour de l'intervention et dans les jours qui suivent. Donc ça veut dire beaucoup informer. Informer qui? Donc informer les équipes soignantes, parce que pour avoir récemment fait dans le service notre première mastectomie en ambulatoire, ça a été fait dans plein d'autres centres. Nous là, c'était la première qu'on faisait. La première chose que m'a dit la patiente, c'est qu'elle était très contente, mais qu'elle avait bien compris qu'elle était la première, parce qu'elle a vu les yeux éberlués de l'infirmière, de l'anesthésiste, alors qu'on avait essayé de prévenir tout le monde. Donc il faut déjà convaincre vos équipes que c'est faisable avant de pouvoir convaincre la patiente. Donc bien sûr la patiente, sa famille, le gynécologue et le médecin traitant, parce que moi, pour l'avoir présenté à un certain nombre en formation continue, à un certain nombre de médecins traitants, c'est des techniques qui peuvent leur faire peur parce qu'ils ont l'impression que les problèmes vont retomber sur le médecin traitant. Donc il faut bien leur expliquer que c'est à nous de travailler pour qu'ils n'aient pas ces soucis-là. Les usagers, parce qu'en fait, il faut habituer les gens en général, avant qu'ils soient malades, à les habituer à ce type de prise en charge. Et donc, en gynécologie, on pourrait croire qu'on est très bon en ambulatoire. Pour l'instant, vis-à-vis de nos instances, on est très bon. Alors pourquoi est-ce qu'on est très bon? Parce que pour l'instant, les actes cibles sont assez limités. Quand vos actes cibles sont les curetages, les ponctions d'ovocytes, tout se passe bien, on a des très bons pourcentages. Vous voyez que nous, on est à 86% de nos objectifs en gynécologie, mais on est encore très loin et on a assez peu d'astreintes au niveau cancérologique, ce qui va très probablement changer. Pour l'instant, les gestes traceurs en cancérologie, c'est les tumorectomies simples et l'éconisation. Bon, ça se tombe bien, c'est assez facile à faire en ambulatoire. Mais les cibles de gestes en ambulatoire vont augmenter. Et donc à nous de nous organiser avant qu'on nous l'impose.
Les patients souvent sont prêts. Là, je vous ai mis un colloque qui s'est tenu récemment à l'Institut Curie, où ils communiquaient en disant que 8 femmes sur 10 relèvent de la chirurgie ambulatoire. On a des chiffres assez impressionnants dans certaines équipes qui se sont organisées autour de l'ambulatoire, comme par exemple la Polyclinique Saint-Roch à Montpellier, qui est assez connue pour cette prise en charge, où 96% de leurs tumorectomies ganglion sentinelle sont faites en ambulatoire, 90% de leurs tumorectomies curage axillaire et 73% de leur mastectomie. C'est donc que c'est faisable, mais que ça nécessite une organisation dédiée. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra même présenter ce type de plan personnalisé de soins aux patientes où on leur dira « Nous avons identifié que vous avez une tumeur à bas risque, vous allez rencontrer le radiothérapeute avant la chirurgie. Le même jour, en ambulatoire, vous aurez votre chirurgie, votre radiothérapie péropératoire et votre traitement agressif sera terminé dans la journée et vous n'aurez plus qu'une hormonothérapie à prendre. » Certains centres réalisent déjà ce type de technique. Alors là, je vous ai quand même parlé en termes de chiffres plutôt de seins. Donc vous allez me dire « Oui, mais... » Le thème, c'est quand même la chirurgie pelvienne. Nous avons obtenu un financement pour l'évaluation de la chirurgie ambulatoire pour le cancer de l'endomètre. Cette étude multicentrique pourquoi est-ce qu'on l'a envisagée ? Eh bien parce que le cancer de l'endomètre est probablement une très bonne cible pour la prise en charge en ambulatoire. Pourquoi ? Parce que la majorité de ces cancers se traitent par voie mini-invasive, comme on vous en a déjà parlé aujourd'hui, hystérectomie plus ou moins ganglion sentinelle pour beaucoup de patientes. Pour les cas au risque, on fait des curages pelviens et lombo-aortiques, mais qui là aussi s'envisagent par voie mini-invasive. Donc il est possible que l'ambulatoire soit une cible majeure pour les cancers de l'endomètre. Le robot... On a parlé de coûts, donc je ferai très attention à mes propos. Je pense que le robot peut avoir un intérêt particulier, notamment chez les patientes obèses, ce qui est quelque chose d'assez fréquent dans les cancers de l'endomètre. Dans les cancers de l'endomètre, mais aussi dans notre pratique au quotidien, puisque vous savez que l'obésité augmente de façon assez impressionnante dans les patientes qu'on prend en charge au quotidien. Et le robot a démontré son intérêt très probable, notamment pour les BMI supérieurs à 40. Donc, quand on regarde comment sont pris en charge actuellement les patientes atteintes de cancer de l'endomètre, dans beaucoup de services, elles sortent à J1. Alors, souvent, l'administration va vous dire, si vous les faites sortir à J1, c'est que vous pourriez les faire sortir en ambulatoire. Pourquoi restent-elles en général ? C'est à cause de douleurs, de nausées. La sonde urinaire, on a attendu plutôt le lendemain pour la retirer, mais finalement, est-ce qu'on n'aurait pas pu la retirer à la fin de l'intervention ? Et puis, pour surveiller les complications. Alors si on regarde ce qui est fait dans la littérature, eh bien, il y a 5 études qui rapportent des expériences de same day discharge, donc je suis d'accord avec vous, 23 heures. Toutes ces études étaient rétrospectives, mais quand on regarde la durée d'hospitalisation moyenne de ces patientes, elle était autour de 6 heures. Donc potentiellement, ça pourrait se faire dans notre ambulatoire à nous en France. Quels étaient les facteurs qui étaient associés à un échec de cet ambulatoire ? C'était l'âge avancé des patientes, c'était les chirurgiens. Comme on voyait une différence selon les chirurgiens, donc je pense qu'il y a beaucoup de conviction pour arriver à faire ce type de technique. Évidemment, si la patiente avait une laparoconversion, une chirurgie qui commence après 13 heures, des durées de chirurgie, la sévérité des douleurs, les nausées, et dans cette étude apparaissait que la chirurgie robotique permettait plus facilement de faire de l'ambulatoire que la cœlioscopie. Et une étude est particulièrement intéressante, publiée en 2016, où sur une institution, leur taux d'intervention en ambulatoire est passé pour les cancers de l'endomètre, de 3,9% à 69% entre 2011 et 2013, sans augmentation de leur taux de complications. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est faisable, mais que ça nécessite une organisation dédiée. Quels pourraient être les bénéfices potentiels de la prise en charge en ambulatoire, à part dire qu'on est content de l'avoir fait en ambulatoire ? Eh bien, très probablement, notamment pour ces cancers de l'endomètre, une récupération plus rapide pour les patientes, possiblement une diminution du risque infectieux, moins de ruptures dans la vie quotidienne. Et si on parle autant de préserver la qualité de vie des patientes et préserver la qualité de vie après cancer, c'est bien montré que la prise en charge, notamment à l'hôpital, doit être le plus réduite possible, donc avec une possibilité de retour positif du milieu social. Et puis, peut-être encore plus chez ces cancers de l'endomètre, diminuer les risques de thrombose, de déséquilibre du diabète et de troubles cognitifs. Vous savez bien que pour un certain nombre de patientes, les mettre dans un lit, c'est finalement ce qu'il y a de plus dangereux dans ce que vous allez leur faire, avec notamment des syndromes de glissement. Donc, plus les patientes vont être mobilisées vite pour l'hystérectomie qu'on a fait en ambulatoire. Lorsque la patiente est sortie du réveil, elle va directement dans un fauteuil. Elle n'est plus allongée. Donc, cette chirurgie, au départ, on l'a fait pour une patiente qui était plutôt en bonne forme, mais imaginez l'intérêt potentiel qu'on pourrait avoir chez des patientes plus âgées, où on a l'habitude finalement de les laisser dans un lit, et c'est bien ça qui est le plus dangereux pour ces patientes. Donc ce projet en Buando que nous allons débuter a comme objectif principal d'évaluer le coût-utilité de la prise en charge en ambulatoire par rapport à un circuit traditionnel des patientes présentant un cancer de l'endomètre.
Donc, c'est un projet collaboratif avec notamment des équipes de médico-économiques, notamment l'équipe Hospinomics de Lise Rochex de la PHP, mais aussi d'autres types d'économistes. Et puis, vous voyez ici toutes les équipes qui participent à cette étude. 6 centres d'inclusion. Et nous allons donc comparer 2 types de parcours. Le parcours de circuit traditionnel, où vous avez donc l'hospitalisation qui est environ de 2 à 4 jours, une consultation post-opératoire, une consultation d'anesthésie. Pour ce qui est de l'ambulatoire, pour se donner les moyens d'arriver à le faire en ambulatoire, nous avons prévu une consultation d'anesthésie plus longue, avec notamment préparer tout ce qui est antalgique à l'avance, prévoir les anticoagulants à l'avance, bien expliquer à la patiente. Si la patiente le nécessite, des consultations de diététique, d'oncogériatrie, une consultation toujours infirmière dédiée qui reprend toutes les explications, qui explique bien le circuit à la patiente. Donc ça, ce sont des coûts en plus. C'est bien pour ça que nous allons les évaluer. Et puis prévoir une consultation infirmière quelques jours après l'intervention, ce qui permet d'avoir une cible pour les patientes pour éviter au maximum qu'elles consultent aux urgences ou qu'elles se retournent vers leur médecin traitant. Donc l'évaluation économique, on va s'intéresser à la fois aux coûts-utilités, donc une étude de micro-coûts. On va s'intéresser au QALY, c'est-à-dire ce qu'on appelle les critères de qualité de vie, que ce soit à 1 mois ou à 12 mois. Donc le problème, ce n'est pas juste de dire est-ce qu'on fait moins cher, c'est est-ce qu'on fait mieux aux patientes pour une enveloppe globale. Il y aura aussi des analyses de préférences, et préférences, on va s'intéresser aussi aux préférences du chirurgien pour voir si les mentalités évoluent, et préférences aussi des patientes. Et puis, nous aurons aussi des aspects éthiques et inégalitaires. En fait, l'ambulatoire, initialement, était plutôt pour des patientes plutôt d'un niveau socio-économique élevé, chez qui on pouvait facilement expliquer les choses, qui étaient beaucoup entourés. Et finalement, l'idée, c'est de dire qu'en s'astreignant à un meilleur cadre et plus d'informations, essayer de faire bénéficier toutes les patientes de ce nouveau type de technique. Donc pour ce projet plus spécifique, il est probable que l'ambulatoire puisse concerner un certain nombre de patientes avec cancer de l'endomètre. Les comorbidités de ces patientes, on le sait bien, l'obésité, l'hypertension, le diabète devraient finalement être pour nous des motivations plus qu'un obstacle. Il est nécessaire de prouver qu'on est capable de le faire dans le système français. Ça ne se fera qu'en conjonction avec les médecins de ville et les soignants de ville. Et ça pourrait aider à faire évoluer les mentalités, parce que si on peut le faire pour un cancer de l'endomètre, on ne se posera plus la question de le faire, par exemple, pour le cancer du sein, et ça deviendra vraiment un standard. Donc pour ce qui est de la chirurgie gynécologique en général et l'ambulatoire, la chirurgie ambulatoire, c'est une réelle innovation. C'est pas juste de l'organisation, c'est vraiment changer les mentalités des gens. Il faut avoir des équipes performantes pour pouvoir le réaliser. Il y a beaucoup d'éléments innovants organisationnels qu'il faut mettre en place. Une architecture de circuits marche en avant, des chemins cliniques, la place centrale du patient qui devient acteur de sa prise en charge. Et il est possible, comme j'ai essayé de vous le démontrer, qu'il y a un rôle vertueux de l'ambulatoire, parce qu'on est obligé de s'astreindre à plus de choses pour pouvoir opérer les patientes. Donc si on veut pouvoir développer l'ambulatoire dans nos prises en charge quotidiennes, pourquoi est-ce qu'on veut le faire? D'abord, c'est avant tout pour le bien des patientes. Comment? C'est en ayant des lieux dédiés, probablement en améliorant les relations entre la ville et l'unité de chirurgie ambulatoire. Ça veut dire les médecins traitants, les infirmières, les kinésithérapeutes. Et puis organiser la continuité des soins en amont, c'est-à-dire sensibiliser les intervenants, partager l'information, organiser les circuits de prise en charge, avoir la possibilité d'un accès direct aux professionnels concernés. Ça, on sait que ça peut être un problème pour les patients. Et puis, il faut former les acteurs, parce que ça ne se décide pas du jour au lendemain. Donc, ça veut dire former les acteurs dès le début de leur formation, et notamment former les internes à ce type de prise en charge. Je vous remercie. Anne-Sophie, tu viens nous apporter ton éclairage avant qu'on passe aux questions. Donc effectivement, en gynéco, actuellement les principales indications sont effectivement des interventions relativement simples avec l'éconisation et les tumorectomies. Pour ce qui est le cancer du sein, donc il y a clairement une volonté des autorités de santé de développer l'activité d'ambulatoire. D'une manière globale, les chirurgiens vont dans le même sens. Les patientes sont ravies à l'idée de pouvoir être opérées en ambulatoire, mais on se rend compte que dans les centres organisés, actuellement, il n'y a que 40% de la chirurgie mammaire qui se fait en ambulatoire. Alors pourquoi ?
Parce que la scénologie, et donc la chirurgie scénologique, ça a fait intervenir de nombreuses équipes. Donc il y a effectivement le chirurgien, le bloc opératoire, mais il y a aussi bien souvent, notamment pour les tumeurs de petite taille, donc ça fait intervenir la médecine nucléaire pour le ganglion sentinelle, la radiologie pour les repérages préopératoires et l'anatomopathologie. Alors les principales limites, donc qu'on peut voir au développement de la chirurgie ambulatoire en scénologie. Elles sont liées d'une part aux patientes. Alors les comorbidités, comme l'a dit Catherine, effectivement, ça peut aussi être une motivation, l'anxiété pour certaines, la taille tumorale, puisque jusqu'à présent, c'est vrai qu'on réalise essentiellement des mastectomies partielles, et donc il n'y a pas encore beaucoup de centres où on fait des mastectomies totales. Je crois qu'il faut souligner, donc on va chercher, et donc c'est techniquement faisable, je crois qu'il faut malgré tout raisonner aussi en termes de centres. On n'a pas les mêmes patientes dans les CHU, dans les centres de lutte contre le cancer, enfin, dans les centres experts pour ces prises en charge. On a plus souvent des patientes qui sont sous anticoagulants, qui ont des comorbidités qui font que ça reste quand même une limite au développement de l'ambulatoire dans toutes les indications. Donc la prise en charge multidisciplinaire, on l'a dit, donc ça nécessite aussi une très bonne coopération de l'ensemble des intervenants. Et puis la domiciliation des patientes, ça c'est plus vraiment un frein. Le chirurgien, alors c'est vrai que beaucoup sont motivés, mais il reste quand même des chirurgiens qui sont un petit peu réticents, et notamment quant au transfert de responsabilité sur la patiente. Il peut y avoir une certaine crainte des complications. Et puis, si les autorités de santé veulent vraiment qu'on développe l'ambulatoire, jusqu'au début 2014, la politique de remboursement n'allait pas tellement dans ce sens, puisque le comble, c'était que ça revenait plus cher à la structure, à l'établissement de santé, de pratiquer certaines interventions en ambulatoire plutôt qu'en chirurgie conventionnelle. Heureusement, donc en mars, il y a eu une revalorisation de l'ambulatoire, et donc ça devient actuellement plus rentable et plus intéressant. Pour ce qui est de la cancérologie pelvienne, effectivement, alors hormis les conisations pour le col, où ça, effectivement, ça nous permet d'augmenter notre activité d'ambulatoire en cancérologie, mais bon, ça, je ne sais pas si on peut le considérer effectivement comme de la cancérologie pelvienne. Donc ça, c'est une étude aussi sur la chirurgie ambulatoire avec différentes indications, et ça, nul doute que la meilleure indication est sans doute le cancer de l'endomètre, parce que, comme on l'a dit, effectivement, elle repose en cas de bas risque sur l'hystérectomie avec ganglion sentinelle, et donc c'est une chirurgie relativement simple. Bon, je ne vais pas revenir sur cette étude. Alors, je vais plus développer un petit peu sur la chirurgie robotique et puis sur l'obésité, parce qu'effectivement, donc le robot a largement prouvé sa faisabilité, a été largement comparé à la célioscopie, avec des taux de laparoconversion qui sont moindres avec le robot, une diminution des pertes sanguines, des taux des transfusions, un temps opératoire qui est globalement plus court si on fait abstraction du temps d'installation, et puis une fois que la courbe d'apprentissage du robot est passée. On reparlera après aussi de l'intérêt du robot, justement, pour la fluorescence et donc la facilité de réalisation. Pour ce qui concerne la chirurgie de l'obésité, donc le robot a aussi largement prouvé son intérêt dans la chirurgie de l'obèse et donc dans la chirurgie des cancers de l'endomètre, avec des durées opératoires plus courtes, des gestes qui sont facilités par rapport à la cellio conventionnelle, parce qu'on opère en étant beaucoup plus près, donc on est beaucoup moins gêné par l'exposition. On utilise des pressions aussi qui sont moindres par rapport à la célioscopie, ce qui permet aux patientes de mieux tolérer le pneumopéritoine. Et globalement, on a en général dans les séries moins de complications et puis une récupération plus rapide des patientes. Alors pour ce qui est de la chirurgie ambulatoire robot-assistée du cancer de l'endomètre chez les patientes obèses, pour l'instant, je n'ai pas encore retrouvé d'études publiées dans la littérature, mais c'est a priori tout à fait faisable en sélectionnant bien les patientes.
Et on peut se dire que si la technique est faisable en chirurgie conventionnelle, il n'y a effectivement a priori pas beaucoup de raisons pour ne pas pouvoir l'appliquer en ambulatoire. Les seuls problèmes qui peuvent en fin de compte être envisagés sont plus des problèmes d'ordre anesthésique. Alors je vais revenir sur le rapport qui a été publié par la HAS d'évaluation, donc d'appréciation de toutes les comorbidités et les différents éléments donc, qui doivent être envisagés pour la chirurgie ambulatoire. Alors le premier critère, c'est l'obésité. Et donc, ce qui a été proposé, c'est que, a priori, une patiente qui a un indice de masse corporelle à moins de 35 est tout à fait éligible, sauf contre-indication particulière, et au-delà de 40, dans ce cas-là, c'est plutôt au cas par cas, d'une manière globale, donc non éligible en première intention. Il faut dans ce cas-là, bien sûr, discuter du dossier. Le deuxième critère, donc, c'est ce fameux syndrome de la luette, j'ai oublié, tombante, je crois. Donc, en cas de syndrome d'apnée du sommeil diagnostiqué, donc les patientes peuvent être éligibles à la chirurgie ambulatoire si les comorbidités sont stables, si elle peut utiliser la CPAP et si l'intervention chirurgicale proposée est a priori non douloureuse et ne nécessite pas l'utilisation d'opioïdes en post-opératoire. Donc, en cas de suspicion de syndrome d'apnée du sommeil, donc on peut proposer un dépistage par le score STOP-BANG. Donc je vous l'ai remis, moi je l'ai découvert, je ne le connaissais pas particulièrement. Il faut prévenir donc l'obstruction des voies aériennes supérieures en post-opératoire immédiat, et donc la patiente doit être gardée un petit peu plus longtemps en salle de réveil, au moins 3 heures. Et puis enfin, donc d'autres comorbidités comme le diabète, l'hypertension, toute la pathologie coronarienne, les BPCO. D'une manière générale, donc il n'y a pas si la pathologie est traitée et stable, il n'y a pas de contre-indication non plus à la chirurgie ambulatoire. Alors la seule question, c'est en cas d'association des comorbidités, ce qui se voit quand même régulièrement. Dans ce cas-là, c'est à discuter au cas par cas. Donc vous voyez que toutes ces limites potentielles à l'ambulatoire ont été envisagées. Pour beaucoup d'entre elles, ne sont en réalité pas des limites. Alors le robot, donc, juste pour revenir rapidement sur robot et ambulatoire, j'avais un film mais il ne passe pas, tant pis. Donc c'est effectivement intéressant parce qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que le fait d'avoir cette injection au bloc opératoire permet de ne pas avoir donc, toute l'organisation, faire intervenir le service de médecine nucléaire. Donc c'est vraiment un outil qui apparaît aussi intéressant pour réaliser le Sentinelle en ambulatoire. Alors ça, nous, c'est un projet pour lequel donc, on a soumis à... Donc c'est pas en bu en dos, c'est en dos en bu. Donc je n'avais pas connaissance de ton projet, donc on a dû les soumettre à peu près en même temps. Donc nous, donc on n'a pas encore la réponse. C'est un appel d'offres sur les projets émergents donc en ambulatoire donc de l'INCa. Donc on proposait donc la pratique de la chirurgie ambulatoire robot-assistée dans les cancers de l'endomètre, avec nous un objectif qui était un petit peu différent puisqu'il était essentiellement non pas sur le coût, mais sur la faisabilité d'un parcours de chirurgie ambulatoire, avec donc des objectifs essentiellement donc de faisabilité, de complications. Et voilà, donc pour vous dire qu'on est aussi tout à fait convaincus de cet intérêt. Endo en bu, la réponse c'est en juin. Finalement, elle devait avoir lieu en février. J'ai quelques pistes de réponse, mais ça sera en juin. La DGOS, comme en plus on n'a plus de président à l'INCa, ou de présidente, puisque notre présidente est passée à l'HAS. Alors, y a-t-il des questions? Oui. Alors, passe-tu. Oui, ah pardon, tu as le micro en plus. Très du micro. Oui, Dieu sait si je suis partisan de la chirurgie ambulatoire. Et il y a plus de 20 ans, j'ai fait même quelques cholécystectomies sous cellules, en particulier un médecin qui trouvait qu'il était très, très bien chez lui. Il serait mieux chez lui le soir parce qu'il se sentait très bien. Mais il y a une chose qui m'agace énormément, c'est quand vous dites qu'il faut que vous faites dans ces cas-là une chirurgie de qualité parfaite. Alors, je vais vous demander cette question. Quand vous opérez en dehors de l'ambulatoire, vous faites une chirurgie de mauvaise qualité. Non, voilà. Non. Bon, je vais pas laisser perdurer cette question parce que cette question, elle ressort à tous les congrès.
C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, je me permets d'insister, la qualité industrielle, c'est-à-dire la reproductibilité. Et quand aujourd'hui il y a des essais qui montrent que dans des cas de chirurgie ambulatoire, il y a in fine moins de complications, c'est la réponse à ta question. Et ça ne veut pas dire qu'on fait une chirurgie de moins bonne qualité. Ça veut dire que la visibilité, l'hypervisibilité qu'on peut avoir en endoscopie, qu'on peut avoir avec un robot, améliore la performance du chirurgien. Ce n'est pas le chirurgien qui devient bon, c'est qu'il est plus aidé. Voilà, maintenant si vous voulez répondre. Non, je comprends tout à fait votre demande, mais en fait, moi, je le voyais surtout sur tout le travail qu'il y a en amont. C'est pas du tout le même travail. Faire sortir une patiente le soir même, ça demande beaucoup de travail. Du travail au bloc opératoire, mais surtout, du travail au bloc opératoire, mais surtout beaucoup de travail en amont. En termes d'information, c'est beaucoup de choses. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'on va faire la chirurgie parfaite n'existe pas, sinon on aurait des nuits beaucoup plus simples. Mais on peut se mettre à un niveau d'exigence très important parce que quand la complication a un impact totalement différent, c'est-à-dire quand une patiente, elle habite, parce que maintenant il n'y a plus de limitation de distance, la patiente, elle retourne chez elle à 250 km, vous imaginez bien que vous allez vous imposer un niveau d'exigence encore plus important que si votre patiente est dans un lit sous le coude où vous pourriez le gérer. Donc je pense vraiment que ça impose des choses, parce qu'on a les conséquences rapidement avec les patientes. Oui, non, je voulais féliciter Catherine Uzan pour sa communication. Elle a simplement oublié 2 personnes dans les difficultés. Je pense qu'une des principales difficultés du développement de la chirurgie ambulatoire en France, c'est les chefs de service, des services qui peuvent faire. Étant donné l'exemple typique, puisque j'ai été chef de pôle à la Pitié de ton prédécesseur, et que j'ai très bien vu dans le pôle dont je m'occupais, que la chirurgie ambulatoire se développait de façon différente dans les 9 spécialités chirurgicales dont je m'occupais, suivant l'implication du chef de service. Quand les chefs de service étaient impliqués, et tu en es l'exemple typique, ça se développait de façon fantastique. Quand le chef de service n'était pas impliqué, ça freinait. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire entre nous. Si on veut que ça se développe, il faut que les leaders des structures chirurgicales soient moteurs. S'ils ne sont pas moteurs, malheureusement, l'assistant, il sera coincé parce que son chef de service ne jouera pas. Et puis le deuxième point, c'est la communication du ministère qui a été lamentable en faisant passer au public le fait que l'ambulatoire, c'était pour gagner de l'argent. C'est des économies, alors que c'était des économies, alors que le but d'ambulatoire, c'est exactement ce que tu as dit. Et c'est pas ça. Mais je pense qu'il faut le répéter parce que c'est contre-productif. Sinon, bravo. En matière de cholécystectomie, nous avons le risque des plaies immobilières et il s'est accru, comme l'a montré le rapport du congrès de chirurgie, il s'est considérablement accru avec la célioscopie. Je suis très étonné parce que j'ai eu l'impression, en vous écoutant, qu'il n'y a pas d'urtère. Il n'y a pas d'urtère. Il n'y a pas d'urtère. Alors il y en a, mais en ce moment, on essaye de moins solliciter nos collègues urologues, parce que quand un gynécologue arrive, en général, il rencontre les urologues, mais nous, voilà, on fait, c'est nettement, il faut bien voir qu'en faisant. Oui, une hystérectomie simple a un taux de risque urétéral qui est vraiment minime. Une hystérectomie simple, je ne parle pas d'hystérectomie élargie comme le souligne M. Villet. Pour une hystérectomie simple, chez une patiente qui n'a pas d'antécédents chirurgicaux lourds, on est sur moins de 0,1%. C'est les chiffres qui sont marqués sur la feuille d'information qu'on remet aux patientes, issues du collège. Bon, je voudrais simplement jouer les candides. Moi, j'ai fréquenté pendant des années des médecins de ville. J'imagine un médecin de ville dont on a opéré le matin d'une hystérectomie en ambulatoire. Il est 6h30 le soir. Il a 6 malades dans sa salle d'attente. On lui téléphone en lui disant... On ne doit pas lui téléphoner. Non, mais on t'a dit qu'il ne fallait pas lui téléphoner. On ne doit pas... Non, mais attendez. Ah, t'as réussi à dormir sans ronfler. Je suis t'as réussi à dormir sans ronfler. Je vois tous les jours comment ça se passe dans la vie J'ai fini civile. ma présentation sur l'impact. Ça est extrêmement difficile. Et autre chose, je vais vous dire, moi je n'opère plus depuis quelque temps, mais enfin j'ai opéré pendant près de 50 ans.
Je peux vous dire que moi, de savoir que je viens d'opérer un malade de quelque chose d'important, je ne parle pas d'un panari, qui est rentré chez lui le soir avec la famille, surtout c'est à 200 km, je ne dormirai pas de la nuit. C'est bien pour ça, quand on en parle, le lendemain matin, le voir, qu'il reste dans un lit. il est en pleine forme, ça ne coûte rien de plus. Si, Et ça moi, coûte un je peu dors plus quand même. Faux. Ça coûte plus. Je dors Ça coûte plus. Ça coûte 1 400 €. C'est la nuit d'hôtel la plus chère de France. Ah, il faut arrêter. Ça coûte rien de ça plus. coûte cher, hein. Ça coûte 1 400. Non, mais il n'y a pas de... Demain, je écoutez, pense vraiment, il y a un mot majeur. Excuse-moi, 2 secondes. Il y arrête. a un mot majeur. On est rentré dans la question personnelle. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux continuer à opérer les malades, d'ailleurs tu ne le fais plus en les gardant plusieurs jours, pas de problème. La nuit, la première nuit. Mais est-ce que c'est seulement la première nuit qu'il y a des emmerdes? Ouais. Bon. Donc, écoute, en tout cas, on est bien d'accord qu'il y a Richard, le terme de écoute-toi. changement de mentalité et de formation sont 2 mots majeurs S'il pour vous l'ambulatoire. plaît, je vois que cette communication vous a tous asticotés. Il n'a été remis en question la compétence de personne. Parce que je voudrais pas qu'on pense que il y aura demain des chirurgiens ambulatoires et des chirurgiens couchés. Moi, j'ai eu à l'armée un chirurgien qui opérait toujours assis et je lui ai dit pourquoi vous opérez toujours assis. Il m'a dit parce que j'y arrive pas couché. Mais voilà, c'est tout. Mais donc, à toi. Non, juste, votre communication me ramène à quelques réflexions et je voudrais corriger ce que j'ai entendu de gauche et de droite. Moi, je crois qu'on a présenté ici, vous en souvenez sans doute, les premières colectomies faites en France en ambulatoire, technique qui se pratique maintenant de manière plus importante. Alors, je voudrais corriger les choses. La chirurgie, elle est pratiquement la même qu'avant. Elle doit être parfaite comme par avant. Ce qui a beaucoup changé, c'est l'environnement. Aucun appel aux médecins généralistes. Les médecins généralistes ne veulent pas s'occuper des malades en post-opératoire et nous ne devons pas compter sur ce système. Nous devons mettre en place un autre système. Mais je voudrais enfin dire que ce qui a changé totalement, et j'ai le fils qui a eu les 2 interventions, une en chirurgie normale de hernie et une en chirurgie ambulatoire, c'est l'anesthésie-réanimation. C'est ça qui a changé. Ça ne serait pas possible avec la même anesthésie que par le passé. Quand vous faites le chemin clinique du patient, c'est-à-dire tout le parcours qu'il va avoir, eh bien, il y a tout le parcours, notamment pour l'anesthésie. Ce qui change, si les mastectomies peuvent s'envisager en ambulatoire, c'est parce qu'il y a notamment des anesthésies loco-régionales qui sont faites avant l'intervention, qui fait que lorsque les patientes se réveillent, elles n'ont aucune douleur. Et donc, ces choses, nos collègues orthopédistes font maintenant des prothèses en ambulatoire avec des cathéters qui sont laissés en place. Les patientes rentrent le soir chez elles avec ces cathéters. Et très clairement, du coup, on se rend compte que les patientes, on s'est imposé, ont moins mal que celles qui sont finalement dans un lit. Donc, c'est s'imposer des choses encore plus drastiques parce que pour qu'une patiente soit chez elle, il ne faut pas qu'elle ait mal, il ne faut pas qu'elle ait de nausées, il faut qu'il y ait le moins de complications possible. Richard. Oui, je voudrais poser une question extrêmement brève qui va dans très brève et oui, une question très brève d'abord et puis après petit commentaire. Question très brève, dans le cadre de la chirurgie parfaite qui doit aller vite et qui doit bien se passer. Quid de la formation des internes, qui est un problème qui m'inquiète. J'aimerais juste avoir ton opinion, parce que ça me paraît très important, parce que quand on aide un interne, on met une demi-heure de plus et on le sait. Deuxième question, par contre, je crois qu'il faut, en ambulatoire maintenant, et je reviens sur une commission que je dirige à l'Académie de médecine, c'est, je crois que maintenant, notamment, il faut distinguer l'ambulatoire bénin et de l'ambulatoire malin. Car je te rappelle que l'ambulatoire malin va être de la médecine ambulatoire au sens strict. C'est-à-dire que ta patiente, elle va avoir tes traitements ciblés dont tu as parlé tout à l'heure, et donc il faut mettre une structure, et je me tourne, et je pense que tu l'as peut-être connu avant de partir d'Iger, vers ce qu'a monté notre ami Di Palma. Et je pense qu'un jour, il faudra que vous entendiez ce monsieur ici, c'est-à-dire une structure et un réseau de postes hospitalisation qui fait qu'il est totalement organisé et qu'il a les généralistes qui acceptent d'être dans le réseau, ils le connaissent, c'est déjà fait, ils ont les infirmières qui se déplacent, ils ont une cellule de coordination, les malades qui reviennent à l'hôpital et ces malades vont connaître l'ambulatoire pour la chirurgie, mais pour l'ensemble de leur prise en charge carcinologique, et je pense que Serge le sait bien, c'est un des problèmes même du financement et de la réflexion sur l'avenir de la prise en charge en cancérologie, parce que la cancérologie devient également de la cancérologie ambulatoire. C'est-à-dire, les malades ne font plus la chimiothérapie à l'hôpital, les traitements ciblés, les traitements qui vont donner des complications pendant des dizaines d'années vont devoir être suivis de façon ambulatoire. Et donc là, je crois qu'il y a vraiment un processus, et je t'encourage, votre génération, à le prendre non plus de façon chirurgicale, mais d'essayer au sein de la Pitié de l'inclure dans une médecine ambulatoire, médico-chirurgicale. Ça, je crois que ça me paraît être une réflexion qu'on n'a pas eu encore assez, qui est très importante. C'est la notion en cancérologie de parcours. Si le parcours commence par la chirurgie, c'est tout le long et la prise en charge doit être homogène tout au long du parcours.
Pour ce qui est des internes, l'ambulatoire, il y a quand même une notion de nécessité de seniorisation. Ça ne veut pas dire que le geste doit être fait par le senior, mais ça doit dire que le senior doit être toujours aux côtés de l'interne, rapproché. C'est pas il termine l'intervention comme on a pu le connaître à une époque. Ça ne veut pas dire que c'est l'interne qui va signer la sortie. C'est le senior qui est responsable tout le long pour le patient. Et je pense que ça n'empêche pas de leur apprendre à opérer, mais on doit être vraiment toujours à leur côté. Bon, chers collègues, voilà pour cette session qui a finalement animé tout le monde. Merci à tous les orateurs. Merci d'avoir respecté leur temps de parole. Et Non, simplement remercier. La seule chose qui m'a surpris, c'est la réaction devant cette communication d'ambulatoire. Je ne sais pas si c'est lié à la gynécologie, parce qu'on en a entendu un certain nombre depuis déjà pas mal de temps, y compris en orthopédie d'ailleurs. Et jusqu'à maintenant, ça passait relativement cool. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est lié à la gynécologie ou au gynécologue, mais il y a une réaction beaucoup plus violente que d'habitude. Voilà, ça m'a surpris. Sans ça, merci à tous les orateurs, merci à Serge Usan pour cette très belle séance.